Bonjour à tous, c'est les Lucasfilles. Bonjour Claire. Bonjour Aurélie. Il était grand, il était beau, il sentait bon le sable chaud. Mon Kenobi. Aujourd'hui, on vous emmène sur Tatooine et, une fois n'est pas coutume, on a très envie d'y rester. Donc mettez une croix sur le calendrier. Hein. Parce que pour une fois, on a l'impression d'être en bonne compagnie. On va entamer notre playlist Club de lecture Star Wars avec le roman Kenobi de John Jackson Miller, traduit par l'amie Sandy Julien pour les éditions Pocket, donc en français. Donc on a toutes les deux lu la traduction française. Ouais, c'est quelque chose que je fais jamais normalement, hein. Donc c'est vrai que ça va amener des questions, notamment sur quand on va parler du style, de l'écriture, parce que c'est vrai que du coup, j'ai l'impression de pas forcément être apte à juger, à part pour juger de la traduction de Sandy, et il y a des choses très bien, donc si jamais il nous écoute, Sandy, rassure-toi, on va pas te massacrer. Non, bien au contraire. Alors ce sera pas toujours comme ça, hein. Parfois on aura les éditions en anglais, parfois une en français, l'autre en anglais, ça sera intéressant de comparer. Et il se trouve que là on avait toutes les deux un exemplaire en français, donc voilà. J'ai pas fait attention quand j'ai commandé sur Kindle, moi effectivement. Normalement je fais attention, mais bon. On vous rappelle le mode de fonctionnement du book club. Donc chaque mois on vous propose de lire un livre avec nous de Star Wars ou un BD. Donc là nous, pour le mois de juin, nous allons lire Étoile perdue de Claudia Gray. Si vous voulez le lire en même temps, ça vous évitera au moment de l'épisode d'entendre des spoilers ou d'avoir des révélations que peut-être vous n'aviez pas envie d'avoir. En sachant qu'on va, au début de chaque vidéo, on vous donne nos impressions globales. On vous dira à partir de quel moment on va commencer à entrer dans les détails de l'intrigue. Spoiler. Donc si vous n'avez pas lu le bouquin en même temps que nous, mais que ça vous intéresse, à ce moment-là, on vous invitera à arrêter la vidéo pour revenir plus tard, une fois que vous avez lu le livre, et voir les détails de l'intrigue et le détail de ce qu'on en a pensé. Ou pas, si encore une fois vous êtes comme moi et que vous en avez rien à faire des spoilers. Oui, il y en a. Il y en a. Mais si vous êtes comme moi, que vous n'aimez pas être spoilé, bon voilà, on vous fera toujours une petite alerte pour que vous puissiez arrêter la vidéo à temps. Peut-être resituer déjà le bouquin. Donc tu disais John Jackson Miller. Donc bon, moi j'ai pas lu ses autres œuvres. Ça fait un moment qu'il écrit pour Star Wars. Enfin, il avait commencé à écrire en 2005. Il a fait de la BD. Il a beaucoup fait des choses sur les chevaliers de la République là. Les Cotors. Donc il a surtout fait ça. Et donc c'est un bouquin qui est légende. Et alors on en avait discuté avec Aurélie, parce que à ce moment-là j'étais pas vraiment renseignée sur la question, savoir comment un livre finalement était passé en légende ou pas, puisque comme il a été publié en 2013, c'était post-achat de Disney. Donc moi très naïvement je me disais c'est bizarre, pourquoi il est sorti. Renseignement pris. Et canon, tout ce qui est post-2014. Donc si c'est publié avant 2014, à moins que ce soit les novélisations des films, hein, évidemment, c'est considéré comme légende. Donc c'est pour ça que ce livre est légende, c'est parce qu'il est pré-2014. Parce que finalement, il n'est pas en contradiction avec le canon actuel, donc il aurait très bien pu être canon. C'était une question qu'on s'était posée aussi à la lecture, mais il est légende. Il a été traduit en français en 2015. Alors moi j'ai remarqué un truc étonnant sur mon exemplaire papier, c'est que c'est bien Sandy qui est crédité à la traduction sur le 4e de couverture. Par contre, à l'intérieur du livre, c'est le nom de 2 autres traducteurs. Donc là, je pense qu'il y a, au niveau de la maquette, il y a une coquille. Et on vous reconfirme, hein, c'est bien Sandy qui l'avait traduit. Il l'avait d'ailleurs évoqué dans son interview, qu'on vous invite à aller voir si c'est pas déjà fait. C'est d'ailleurs pour ça qu'on s'est retrouvés à le lire, parce que je dois dire que très honnêtement, moi je n'aurais jamais choisi ce livre. Je suis désolée, mais non, moi, Obi-Wan m'a jamais fait rêver, plus que ça. Enfin, il est sympa et tout, mais je veux dire, moi, tu m'aurais dit Tatooine, Obi-Wan, alors jamais, quoi. Alors, les Tusken et what? Ah non, alors il y avait rien qui... Et c'est vrai que Sandy nous l'avait plutôt bien vendu, finalement, et heureusement, parce que ça a été, on peut le dire tout de suite d'entrée de jeu, une très bonne surprise. On a passé un bon moment sur Tatooine, et comme tu l'as dit, Aurélie, c'est très rare de passer un bon moment sur Tatooine. Je sais pas si on a nécessairement envie d'y rester, comme tu l'as dit, mais en tout cas, pour une fois, je m'y suis pas fait chier. Donc voilà, donc c'est vrai que je pense qu'on
on peut dire tout de suite qu'on vous recommande et que ça a été pour nous une excellente surprise, là où on s'y attendait pas du tout. Une très très bonne lecture avec une intrigue finalement assez complexe, des personnages vraiment attachants ou qu'on adore détester, des dialogues qui fusent parce qu'il y a quand même pas mal de personnages qui sont hauts en couleur et donc c'est assez dynamique. Et puis aussi la culture des Tusken, donc personnellement toi aussi, on s'en foutait des Tusken quoi, et de son propre aveu, Sandy aussi s'en foutait. Et maintenant les Tusken m'intriguent beaucoup plus. Ouais, c'était vraiment intéressant. Je dirais pas qu'ils me font rêver non plus, mais ils sont, disons que voilà, ils sont intéressants. Le problème, c'est qu'ils étaient intéressants dans leur mouture légende. Va savoir si maintenant, du fait qu'ils sont c'est plus considéré cette histoire-là comme étant canon. Est-ce que ça veut dire que tu jettes le bébé avec l'eau du bain et que les débuts, on va dire, d'explication de la mythologie ou du folklore de Tatooine, c'est également passé à la trappe, tu vois, ça avait d'agacer. Alors, ce livre, je crois qu'il avait une nouvelle en compagnon. Alors, j'ai pas lu la nouvelle c'est Incognito, qui fait la liaison, parce qu'il va falloir qu'on vous refasse le pitch, mais qui fait la liaison entre le moment où Obi-Wan récupère le gamin et il arrive sur Tatooine. Et donc Incognito, c'est le passage entre les deux, parce que quand le roman commence, Obi-Wan vient d'arriver avec le paquet, quoi. Il est parti faire son livreur Amazon. Et c'est vraiment décrit comme un paquet au début. Donc si on refait le pitch, c'est l'installation d'Obi-Wan sur Tatooine, et comment il va arriver à... Alors, il n'y a pas que lui, c'est sûr, mais c'est-à-dire que c'est ses premiers, son installation, effectivement, sa manière d'aborder la planète, et est-ce qu'il va vivre en ermite ou finalement reprendre une place dans la société, en sachant que c'est une société de colons assez complexe. Et puis, il y a aussi, effectivement, les hommes des sables. Et donc, il se retrouve un peu pris entre deux feux, entre les colons et les hommes des sables. C'est-à-dire que lui, il voudrait se faire tout petit parce que il a l'Empire au cul et puis faut qu'il garde un œil sur Luke. Il veut absolument pas attirer l'attention sur Luke. Et en même temps, c'est un Jedi, donc quand les colons, ses voisins au sens large, parce qu'il y a quand même des grandes distances dans le désert, quand ils sont dans la merde, il peut pas rester sans intervenir. Puis il a le chic pour attirer les emmerdes aussi. Accessoirement, donc ça lui complique vraiment la tâche, et c'est un peu le conflit principal d'Obi-Wan dans ce roman, et c'est très bien exploré, c'était bien amené et ça faisait sens quoi par rapport au personnage et au moment dans l'histoire de la galaxie où on en est, et aux enjeux par rapport au fait qu'il faut que les jumeaux restent cachés. Et puis c'est intéressant parce que pour une fois, on suit une bande de quarantenaires. C'est pas si souvent que ça, quand même, puisque que ce soit le personnage Tusken principal qui a 40 ans, Obi-Wan qui en a 37, Annie Lin, le personnage féminin principal, en a 37 également. Orin doit pas être très loin non plus, Oringo, un autre personnage. Donc il y a des gamins, mais on s'intéresse à des gens matures qui sont en train de faire leur crise de quarantaine et le bilan de leur vie, quoi. Donc ça, c'était intéressant aussi. Moi, c'est un aspect qui m'a bien plu. Et puis sinon, il y a l'ambiance, évidemment. Alors là, l'ambiance, on est très clairement dans une ambiance western. Plusieurs fois, quand on s'envoyait des messages avec Aurélie, en fait, on comparait... Moi, à un moment, j'étais vraiment sur un téléfilm qui... Alors, je sais plus comment ça a été traduit, mais c'était quoi? C'était Stolen Wives Captured Hearts, ou Stolen Women Captured Hearts, je sais plus. Femmes captives, je sais plus comment ça a été traduit, mais avec des Indiens qui enlevaient des femmes. Et c'est vrai que j'étais partie là-dessus, moi, à un moment. Oui, c'est vrai. Et puis, ça fait penser aux Mandaloriens aussi. Finalement, on croise des personnages qui ressemblent à certains personnages qu'on a pu croiser dans le Mandalorien. Le début du roman prend son... Alors, c'est très bizarre parce qu'il y a une alternance de scènes d'action où... Dans le prélude, on a une très bonne scène d'action, d'introduction où ça part vite en cacahuète et c'est vu du point de vue d'un personnage, d'un colon qu'on retrouvera plus tard. C'est l'espèce de Gripsou parmi les colons. Donc, il comprend pas tout ce qui se passe et nous, on devine qu'il croise Obi-Wan, qui utilise la force, machin, mais lui, il comprend pas, le vieux. Et puis ensuite, t'as pas mal les premiers chapitres où ça présente les personnages des colons qui vivent dans l'oasis et autour de l'oasis où l'action principale va se passer. Et là, c'est beaucoup plus lent. C'est vraiment le temps d'installer le désert, les rochers, les colons, la moisson de l'eau, les enjeux autour des vaporateurs d'eau, etc. La milice qui s'est constituée pour
pour protéger les fermiers des raids des Tusken. Ça a démarré assez lentement. Je me disais, tiens, c'est bizarre. Il y a des ruptures de rythme qui sont assez fréquentes, et ce, dès le début du roman, j'ai trouvé. Il y a des ruptures de style également, et c'est peut-être pour ça que... Enfin, j'ai dit que c'était dans le pitch que c'était l'histoire d'Obi-Wan, mais alors c'est pas vrai. En fait, c'est vraiment une histoire chorale, et c'est vrai qu'on passe d'un point de vue à l'autre. Donc, comme tu as dit dans le prologue, c'est un point de vue. Après, on a le point de vue de Ayark, que j'ai surnommé rapidement Anorak, le chef Tusken. Il y a le point de vue d'Annilyn, il y a le point de vue d'Obi-Wan, t'as le point de vue d'Ori. Donc c'est vrai qu'on saute, et il y a également, et je sais un des tout premiers messages qu'on s'est envoyés, je t'avais dit, oh là là, j'ai vraiment du mal avec le langage. C'est pas une critique de la traduction, hein, encore une fois, c'est pas dans ce sens-là que je l'entends, mais c'est vrai qu'il y avait un style hyper empoulé qui m'avait gênée. Et en fait, en y repensant, le style empoulé en question qui m'avait gênée, c'était au moment où c'était le point de vue d'Anorak. Et je pense que c'est maintenant, en ayant lu le livre et en y réfléchissant, je me dis, oui, c'est logique qu'il y ait eu ce phénomène pour moi d'aliénation, en tout cas de sensation que j'étais pas tout à fait à l'aise avec le langage qui m'était présenté, parce que justement, c'est du point de vue d'un Tusken qui a une autre façon de concevoir l'environnement, et donc qui a son langage propre. Alors heureusement, c'est pas écrit en Tusken, mais voilà, on a évité ça, et c'est vrai que des fois Star Wars est tout à fait capable de nous régaler avec ce genre de... On a vu les Ewoks, hein, on a vu le Holiday spécial. Donc là, ils l'ont pas fait. Mais du coup, mais c'est vrai que du coup, je pense qu'ils l'ont rendu, probablement l'auteur l'a rendu comme ça, et l'ami Sandy l'a traduit comme ça également. J'imagine, encore une fois, j'ai pas comparé avec d'origine, mais parce que c'est vrai qu'à d'autres moments, le langage, il est tout à fait... Enfin, ça se lit bien, enfin, c'est... Oui. C'est assez fluide, et puis c'est assez simple au niveau stylistique, mais il y a de temps en temps, et donc quand c'est Ayark, Anorak, là, eh ben, il y a vraiment une manière d'écrire complètement différente, parce que je pense que c'est une manière de concevoir le monde complètement différente. Et au début, pour moi, ça a été compliqué de rentrer, même si, comme tu l'as dit, c'est hyper visuel. En fait, à un moment, j'ai noté, j'avais l'impression d'avoir un storyboard, quoi. Quand il y a les scènes d'action, t'avais limite l'impression que... Et maintenant, en ayant recherché un petit peu sur l'auteur, le fait qu'il ait écrit de la BD, pour moi, c'est tout à fait logique, parce qu'effectivement... Dans son écriture de scènes d'action, on sent qu'il a dû concevoir des storyboards. Les scènes d'action, on n'est jamais dans la confusion. C'est très bien qui est où, qui fait quoi. C'est très très fluide, et comme tu le dis, on n'a aucun mal à visualiser l'action, ce qui est pas toujours évident. Il y a des auteurs qui s'en sortent mieux que d'autres, quoi. Pour revenir à ce que tu disais sur l'aliénation... c'est vrai que le chapitre 1, donc le prélude, c'est vu du point de vue du vieux Gripsou. Et dès le chapitre 1, on est dans la tête du chef Tusken, Ayark, Anorak, alias œil broché. Et c'est pas un rapport au monde du tout pareil. Et c'est pas les mêmes valeurs, c'est pas la même mythologie, enfin ça n'a strictement rien à voir, on est dans un esprit alien. Ça a l'air d'être ça que t'as ressenti avec le style empoulé, parce qu'effectivement, les dialogues, ça fuse dans tous les sens. Tu as évoqué Annilyn, donc qui est le personnage féminin principal. C'est la femme qui tient la boutique / bar au milieu de l'oasis. / auberge de jeunesse ou bed and breakfast, tu vois, ça fait tout. Ouais, c'est ça, c'est un peu en fait, son entreprise, c'est le cœur de la vie de cette communauté de colons. Ils se retrouvent tous à un moment donné chez elle, etc. Et c'est une femme de poigne, parce qu'elle est veuve depuis plusieurs années. Elle élève 2 adolescents qui sont durs à tenir, hein, qui font bien chier. Et puis tout un troupeau de Dubax. Ouais. C'est vrai, un troupeau de Dubax aussi, dont elle loue les services aux gens qui passent. C'est presque une auberge relais chevaux, machin, dans le désert, en fait, quelque part. Et donc, c'est une femme de poigne, mais en même temps, tu sens qu'elle a des désirs qui sont inassouvis, que Tatooine, c'est une voie de garage pour elle, hein. C'est une voie sans issue, et qu'elle aspire à mieux, mais qu'elle est coincée dans ce quotidien, puis tout le monde a besoin d'elle. Je pense que ça la valorise aussi. Alors, il y a plein de running gags avec les clients les plus réguliers, qui sont assez drôles. Et elle a beaucoup de caractère, et les dialogues ça fuse, en fait. C'est bam, les répliques à tous les sens. Quand elle engueule ses mômes qui la ramènent, les clients qui font chier, les fermiers qui ont des grandes gueules, etc. Ça fuse de tous les côtés, c'est extrêmement dynamique. Et ça fonctionne bien. Ça rappelle bien les tenancières de bar ou de saloon, là, que tu vois dans les westerns, ça aussi, hein, ce côté-là, quand même. Ouais. C'est une femme endurcie, mais qui a du cœur. Donc ça me fait penser à certaines femmes qu'on a croisées dans le Mandalorien. Typiquement la mécanicienne dans l'épisode sur Tatooine, qui est là, qui va arnaquer le Mandalorien
pour les réparations de son vaisseau. Puis dès qu'elles voient bébé Yoda, elles font comme beurre au soleil. Bah là, c'est un peu le même genre Anilyn, en fait. Oui, voilà, elles font pas comme beurre au soleil pour les mêmes raisons. Donc là, il y a le côté maternel est moins présent, on va dire, hein, parce que voilà, c'est un endroit où t'as soif et où t'as faim. Mais quand je dis que t'as soif et t'as faim, c'est pas que de la bouffe, hein, parce que c'est vrai que c'est étonnant. Je m'attendais pas à avoir un roman aussi thirsty. Alors, pour ceux qui sauraient pas ce que ça veut dire, c'est un roman où il y a un sens du sexy ou du ou de la séduction. Ouais, et c'est là que tu vois que clairement le personnage, c'est peut-être pour ça que, enfin, je sais pas si c'est pour ça que c'est passé en légende, non, c'est pas le cas parce que c'est une question de date, mais tu vois, on voit qu'il est plus modelé sur Obi-Wan McGregor que sur Alec Kenobi, hein, parce que voilà, déjà c'est lui qui est sur la couverture. Bon, je sais bien que c'est parce que c'est la transition, mais là, ouais, c'est vraiment axé sur le fait que c'est un beau gosse quand même. Et que toutes les nanas qui ont quand même plus rien à se mettre sur la dent, là, sous la dent, à part du côlon mal dégrossi depuis je sais pas combien de temps, tu vois, elle voit débarquer ce personnage mystérieux avec sa barbounette et puis ses pectoraux, et ben d'un coup, tout le monde lui court après, quoi. Les jeunes, les vieilles, les Tusken, tout. Les Tusken, les animaux. C'est le love interest potentiel. D'un seul coup, il y a de la chair fraîche qui arrive dans le désert. Elles en peuvent plus, hein, les bichettes. Hein, c'est pauvre Obi-Wan. Dans le roman, tu sens bien que Obi-Wan, il est en train de gérer son PTSD par rapport à Anakin. Donc il y a ça qui est quand même en chantier, que ça essaye de faire le pont avec sa formation avec Qui-Gon, là, la communication de ça. À un moment donné, on peut faire le lien avec l'attaque des clones sur... En fait, juste le massacre du village Tusken par Anakin quand il a retrouvé sa mère a eu des implications très importantes dans la vie des colons et la vie des Tusken sur Tatooine. C'est pas du tout un événement anodin, ça s'est produit environ 3 ans avant ce livre, hein, puisque voilà, c'était 3 ans avant la revanche des Sith. Et ça a eu un vrai impact sur les rapports de force dans la région. Voilà, entre les colons et les Tusken. Donc c'était pas du tout anodin, et ça on le découvre petit à petit dans le roman, tous les ricochets du massacre perpétré par Anakin. Et ça, on le découvre en même temps que Obi-Wan, qui finalement est absolument pas au courant de ça. Donc, il a du mal encore à recoller les morceaux, mais il y a des choses pour lui qui sont pas très claires non plus. Hein. Tu parlais aussi de la mythologie. Je pense que c'est quelque chose dont on peut tout à fait parler. Enfin, c'est pas spoiler, de justement l'écriture de, les soleils, l'importance des soleils dans la mythologie des Tusken. Moi, c'est un truc qui m'a bien intéressée aussi parce que justement, ça fait le pont avec la postlogie, bizarrement. Alors que c'est passé en légende, mais le fait que tu aies la mythologie des 2 frères jumeaux, là, les 2 soleils de Tatooine. Il y en a un qui représente l'échec, l'autre le sacrilège. Tu penses que d'une part, ça fait une métaphore pour Obi-Wan et Anakin, hein, les 2 frères... Les 2 frères de cœur qui se sont déchirés. Ouais, qui se sont déchirés, mais j'ai envie de dire que finalement, c'est dommage que ce soit passé en légende, parce que j'ai l'impression que dans Star Wars, on se sort jamais de la métaphore de l'échec et du sacrilège, tu vois. Et j'ai trouvé ça c'était intéressant aussi. Et puis ce qu'on peut dire aussi par rapport à la manière dont le bouquin est construit, c'est-à-dire que il est vraiment bien construit. Au niveau des setups et payoffs, il fonctionne, et ça on va le dire après, mais ça on peut le dire maintenant. Il y a des rebondissements, vraiment il y a des vrais twists, hein. Il y a plein de fois où avec Aurélie, comme on l'avait pas lu, hein, ni l'une ni l'autre, on s'envoyait des messages de « Ah, ça va tourner comme ci » ou « Ça va tourner comme ça ». Et il y a des trucs qu'on n'a absolument pas vu arriver ni l'une ni l'autre, et des trucs auxquels on s'attendait, qui se sont pas exactement passés comme on le pensait. C'est-à-dire qu'il y avait un gros truc qu'on attendait, finalement, c'était pas ça, même si il y avait quelque chose de ce qu'on avait en tête. Et puis dans la manière dont c'est conçu, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui se passent au début, qui se répercutent à la fin, et il y a des ponts avec ce qui a été fait dans la prélogie et ce qui est fait après. Enfin, je trouve que vraiment c'est un livre qui est bien tenu, qui est bien pensé, bien calibré, et même qui est dommage qu'il ne soit plus dans le canon, puisque je trouve que il est
parfaitement intégré avec la mythologie Star Wars et c'est vraiment un regret parce que c'est vraiment un bon bouquin en fait. Ouais, dans le canon, il enrichirait complètement l'analyse. Je te rejoins là-dessus. Ouais. Alors, j'ai l'impression, parce que c'est un livre qu'on a commandé toi et moi, qu'on a peut-être... Enfin, moi je l'ai commencé juste par rapport à la préparation de ce roman, mais Mythes et Fables de Star Wars, là. Du coup, première nouvelle de Mythes et Fables de Star Wars de George Mann, qui reprend finalement un élément de cette histoire. Oui, c'est amusant, hein. Ouais, c'est amusant, mais ça, on va le garder pour la partie... Quand on est arrivé à ce passage-là, et dans le roman, j'ai fait « Waouh !» C'est comme dans la fable. Ah, c'est énorme. Ouais. Ça, c'était très sympa aussi. Et puis, les 100 dernières pages, vous pouvez pas le lâcher parce qu'il se passe tellement de trucs. Non, franchement, ça peut être déroutant au début, mais il arrive un certain moment dans l'intrigue où après, vous voulez vraiment, vraiment savoir ce qui va se passer ensuite. Et il y a quand même beaucoup de personnages qui peuvent avoir un impact sur l'intrigue, etc. On se demande comment ça va partir et tout. Il y a des personnages qui sont très attachants, des personnages qu'on adore détester, des personnages qu'on sentait pas au début, puis finalement, ça va. D'autres... qui avaient l'air de rien, puis finalement c'est des gros cons, enfin voilà, c'est... Mais ce que j'ai bien aimé, c'est justement aussi qu'on avait plein de personnages qu'on connaissait pas, enfin à part Obi-Wan, mais finalement il est presque en périphérie, Obi-Wan, dans l'histoire. C'est notre proxy dans l'histoire, c'est le personnage à travers lequel ça tourne autour de lui et en même temps pas vraiment, ça tourne autour de l'Oasis, des colons et des Tusken. Et lui, c'est un peu le poisson hors de l'eau, c'est le cas de le dire, qui débarque sur Tatooine, qui doit apprendre à vivre dans le désert, voir comment ça se passe, parce qu'un milieu hostile comme celui-là, il y a des codes, il y a des choses à ne pas faire, etc. Il y a des gens qui sont installés depuis longtemps, il y a des rapports de force et du passif. Et lui, il est un peu... on découvre en même temps que lui, en fait. Et c'est ça qui était bien. Ouais, ce que je trouve bien, c'est effectivement de montrer comment tu peux enrichir l'univers avec d'autres personnages qui soient pas de la famille Skywalker, si tu veux. Ouais. Et ça pour le coup, Palpatine. Ça va avec le... Alors Palpatine, alors ça j'ai adoré la référence à Palpatine, qui à un moment, c'est le chancelier Palpa, machin chose, parce que justement, c'est là que tu vois que les informations, elles arrivent pas très vite dans la galaxie. L'Empire, il est pas... il s'est pas encore capté par les gens que y a un nouveau régime, ce qui s'est passé, c'est pas très clair, et on commence tout juste à voir arriver des Stormtroopers. D'ailleurs, la première fois qu'ils voient un Stormtrooper, un Stormtrooper, les gens, ils sont là, c'est quoi ce machin? Comment il fait pour respirer? C'est complètement inédit. Donc, on a pas ça. Alors, par contre, on dirait qu'on a des présences fantômes de personnages connus, que ce soit en référence, ou le fait qu'on parle de Jabba, on le voit pas, mais on entend parler de Jabba. Qu'on entende parler, évidemment, encore une fois, Anakin, c'est la grande ombre au-dessus de tout ça, mais il n'est évidemment pas question de Vador. Les questions de pod race, il y a quand même... comme on finit toujours par passer sur Tatooine dans Star Wars, il y a des petites références à la vie sur Tatooine, en fait, et à des épisodes qui se sont déroulés sur Tatooine, donc ouais. Et puis le fait que, du coup, Luke soit gardé à distance, parce que les Lars, ils veulent rien avoir à faire avec Obi-Wan. Donc ça aussi, le fait que ce soit mis de côté, on n'a pas droit à Obi-Wan en train de donner le biberon de lait bleu à Luke, si tu veux, en le faisant sauter sur ses genoux, on n'a pas droit à ça, donc ce qui aurait été couillon d'ailleurs, puisque... Ah, ça aurait été naze. Ça connaissent pas, en fait. Ça aurait pas été logique compte tenu des enjeux pour garder l'enfant caché, c'est... Exactement. Donc ça, c'était intéressant aussi. Alors, il y a des trucs, ça aussi, on peut en parler dans les choses dont on peut parler sans spoiler. Peut-être des trucs qui m'ont un petit peu interloqué. Je te rappelle, ça aussi, on s'était envoyé ça. C'était les références aux psychiatres et aux avocats. Je t'avoue que ça m'a carrément... Là, par contre, il y a des psychiatres sur Tatooine. Va falloir envoyer Rey Skywalker très très vite, parce que... elle a peut-être besoin de se faire soigner, hein. Et puis les avocats, parce que je serais elle, j'irais porter plainte, hein. Non mais ça m'a carrément interloqué. Et puis alors à un moment ils partent à Mos Eisley, the capital, the place to be, tu vois, Mos Eisley, qui est un petit peu le Las Vegas du pauvre, hein. C'est l'endroit où quand t'es de Tatooine, tu vas faire ta lune de miel. T'as waouh, les fontaines, sa nightlife, tu vois.
Et là, tu dis, putain, Mos Eisley, le Las Vegas, non mais... Ah, il monte à la grande ville, hein. C'est vraiment les pécores du fin fond du désert qui montent à la grande ville, alors que ce qu'on connaît de Mos Eisley, c'est un repère de brigands, de malandrins, enfin c'est tu voyais le point sur la carte, c'est-à-dire que quand ils étaient là en train du haut de la falaise avec Obi-Wan et Luke en train de regarder Mos Eisley, ça t'envoyait pas du rêve, hein. C'est dans le désert comme Las Vegas, mais enfin il manquait quelques gratte-ciel et puis quelques, je sais pas, justement des grandes fontaines, des trucs, ça ressemblait à rien, quoi. Donc bon, comme quoi tout est relatif, hein. Ça met bien les choses en perspective, et comme on est quand même vraiment pris dans le quotidien des colons, les difficultés qu'ils rencontrent à bouffer, à survivre, à repousser les Tusken, à se défendre, à pas se faire bouffer par des sarlacs, donc on est vraiment aux prises avec eux, en fait, dans leur quotidien. C'est vraiment le western, c'est le Far West, quoi. C'est un comptoir à la frontière avec le No Man's Land, ou les terres sauvages où se trouvent les Indiens. C'est exactement ça. Du coup, ça manque de putes, si je puis me permettre. Il manque un peu le bar à putes local, hein. C'est très étonnant. Des convois de 7 fiancés pour 7 frères et tout. Carrément. Mais ouais, c'est vrai, le caravane de femmes et tout. Enfin, il y a quasiment ça, puisque c'est un petit peu ce que font les Tusken, d'une certaine manière. On va pouvoir en reparler, mais c'est un peu le rôle qu'ils jouent. C'est vrai que les Tusken sont les Indiens. Et bon, la manière dont les Indiens, ils ont été réécrits au fur et à mesure de la vie cinématographique, ça a changé dans la mythologie. C'est vrai il y a quand même un fossé entre les premiers films sur les Indiens et maintenant, entre-temps, il y a eu quand même Danse avec les loups, le dernier des Mohicans, tout est passé, dernier des Mohicans, version film, hein, j'entends bien, parce que c'est vrai que le livre est beaucoup plus ancien. Le roman, c'est encore autre chose. C'est le 19e siècle, mais c'est autre chose. Mais c'est vrai que la vision des Indiens, depuis, a changé. Alors, je dirais que c'est des Indiens compliqués parce qu'ils sont quand même pas, même si tu reconnais dans leur écriture des éléments qui sont très codés, attaque des Indiens sur les colons, et voilà. N'empêche que dans leur relation à la nature, ça t'évoque pas les Indiens, parce qu'autant les Indiens, ils sont toujours représentés un peu en synergie avec leur environnement, tu vois, respectueux de leur environnement. Pocahontas, l'air du vent, tout ça. Voilà, c'est ça. Le loutre et le héron sont tes amis. Bon là, le banta, ton ami, d'accord. Mais néanmoins, t'as pas l'impression qu'ils aiment leur environnement. Enfin, clairement, ils l'aiment pas. Tatooine, tu vois, planète de merde, hein, même pour les autochtones, en fait. Oui. Pour les natifs. Ils ont une vision très négative de leur planète, qui est franchement hostile. Donc c'est peut-être un mélange indien/bédouin, Touareg, je sais pas, mais à ma connaissance, les Touaregs aiment le désert, donc ça colle pas. Et leur mythologie, tu vois, les deux soleils, ça aurait pu être une mythologie extrêmement bénéfique, etc., même si ça écrase la planète de chaleur. Et en fait, pas du tout. Ils ont une vision extrêmement pessimiste et même péjorative de leur divinité. Du coup, c'est un mode de vie qui est extrêmement dur, qui est fascinant, mais qui est extrêmement dur. C'est vraiment... ça passe ou ça casse, quoi, la loi du plus fort. Et puis, c'est nos futurs en permanence. Ils sont dans la survie en permanence, ils en ont conscience. En tout cas, œil broché, qui est notre point de vue Tusken dans le livre, en a parfaitement conscience. Et voilà, nos futurs, mais faut faire ce qu'il faut pour survivre jusqu'au lendemain, quoi, voilà. Pourquoi survivre, hein? C'est vraiment une vie de merde, parce que tu vois, le fait qu'ils sont emmaillotés, ça t'explique ça dès l'enfance. D'ailleurs, je n'arrive même pas à concevoir comment tu peux grandir et te développer en étant comme ça, en bandage comme ils sont. Je sais bien qu'ils l'échangent au fur et à mesure. Enfin, c'est quand même, à partir du moment où tu nais, quand t'es un Tusken, t'es momifié. T'es dans une espèce de momification permanente et tu vois pas la peau. Voilà. Donc vous attendez pas à voir un Tusken torse-poil, hein, je suis désolée de ce côté-là, ça n'arrivera pas. Hein. Non, mais on sait pas à quoi ils ressemblent en dessous, parce que ils sont pas même humains. Eux savent pas à quoi ils ressemblent. Non, ils savent pas. Bah si, comment ils accouchent, non? Peut-être quand même. Bah non, mais à un moment donné, il précisait que les mères n'ont même pas le temps de voir leur enfant avant que les sages-femmes les embarquent pour les emmailloter. Donc, les sages-femmes, elles les ont vues par contre. Voilà, mais c'est les seuls. Donc c'est vraiment très très curieux comme culture, mais alors là, pour le coup, c'est vraiment fascinant, quoi. Ah oui, c'est fascinant, mais c'est spécial quand même. Est-ce que tu veux ajouter autre chose sur les remarques générales avant qu'on... Bah après, il y a d'autres choses dont on va parler au fur et à mesure du... Alors, il y a des choses qui pourraient rentrer en remarques générales, mais c'est vrai, comme c'est parfois lié à des éléments d'intrigue, donc pour être certain, on va dire qu'à partir de maintenant, c'est sans filtre, hein,
Spoiler alerte. Ça sort comme ça sort. Hein. Pour résumer, c'est un bon livre, lisez-le, voilà. Ouais, il est vraiment très très sympa. C'était une excellente surprise et une belle entrée en matière pour le book club. Donc ça, je suis vraiment contente aussi. Pour ceux qui restent avec nous, donc pour ceux qui vont rester avec nous, eh ben on y va, c'est parti. C'est parti. Alors, pour en revenir à la construction du roman, j'ai beaucoup aimé l'alternance de points de vue. C'est-à-dire, on vous met pas au début... Parce qu'en plus, les points de vue changent à l'intérieur d'un même chapitre. On saute à la ligne, on passe à un autre point de vue. Et bien souvent, vous avez à la fin des chapitres une méditation d'Obi-Wan qui essaie d'entrer en contact avec Qui-Gon, comme a dû lui expliquer Yoda à la toute fin de l'épisode 3, là. Qui-Gon qui ne décroche pas, hein, manifestement. Ils sont jamais disposés. Des Jedi, hein. C'est ça. Et moi j'ai trouvé que ce format où Obi-Wan faisait ses méditations, c'était vraiment très très intéressant parce que c'est un éclairage, c'est un taiseux, hein, donc on a du mal à le cerner et les gens de l'Oasis, les gens du désert ont du mal à le cerner aussi, bien sûr. En plus c'est un ce vieux fou de Ben, hein. Ce vieux fou de Ben, alors c'est marrant qu'il l'appelle comme ça alors qu'il a 37 ans, qu'il n'est pas encore marqué, voilà quoi. Alors qu'il sent encore le sable chaud. C'est un oublié de le dire, mais ça a été très pénible pour nous à lire. Hein. Ben, moi j'ai souffert à chaque moment que j'ai vu le nom. À chaque fois qu'il se fait appeler Ben, c'est dur. Parce que c'est un coup de couteau. C'est pas à lui qu'on pense. Hein, non. Donc ça, on a peut-être obligé de le dire, on aurait dû le dire, tu vois, pour les gens qui étaient sans spoiler finalement. Âme sensible, s'abstenir, pour ça c'est remplacer le nom dans votre tête très rapidement, parce que nous on l'a mal vécu. Hein. On l'a très mal vécu, alors d'autant que dans sa méditation à la fin du chapitre 6, il repense à ce surnom de Ben qui lui a été donné, et c'est Satine qui l'appelait Ben. Donc son love interest qui est morte, la Mandalorienne. Donc c'est d'autant plus moche, quoi. Parce que qui est-ce qui appelle Ben systématiquement dans les épisodes 8 et puis 9 c'est Rey, hein, bien sûr. Donc ça, j'avoue, ça a été douloureux, quoi. Ce prénom ne porte pas bonheur. Non. Cimetière de l'amour, hein, again. Donc si vous êtes enceinte actuellement ou si votre moitié attend un enfant, vous oubliez tout de suite le prénom Ben, hein, ou Benjamin. Ben, vous oubliez. Non, on zappe pas. Voilà. Et ce pauvre Ben, donc effectivement, toutes les nanas lui courent après parce que c'est le seul beau gosse qu'elles ont vu depuis des lustres. Et en plus, il est mystérieux, il paraît inaccessible, donc elles le vivent comme un challenge et tout. Donc Annie Lynn, elle en peut plus. Cette veuve qui est encore jeune, hein, qui a encore de l'énergie, elle flash sur lui. Lui, il l'apprécie. C'est une femme qui l'apprécie parce que elle a du caractère, mais elle est aussi pleine d'empathie. Mais elle aimerait bien plus et ce sera pas possible, ça ne se fera pas. Ah, mais il y a une bonne raison pour laquelle ça peut pas se faire. En dehors du fait que voilà, il a une mission, tout ça. C'est-à-dire que ce qui va quand même être le cringe dans leur relation, parce que c'est vrai que du coup on s'est retrouvé avec une romance. Alors là, encore une fois, les gars, on s'y attendait pas du tout. Preuve qu'il y a de la romance dans Star Wars, même quand tu t'y attends pas, dans un bouquin écrit par les mecs, pour les mecs. Enfin vraiment, hein. Je veux dire, ça n'a pas été... c'est pas pitché pour les nanas, hein, et encore une fois, ça marche très bien quand ils mettent des histoires. Alors encore une fois, histoire cimetière de l'amour de Star Wars, hein, n'y attendez pas un happy end, hein, je vous le dis tout de suite. Cette histoire n'ira nulle part, et la raison pour laquelle elle ira nulle part, c'est parce que Annie Lynn, elle a un surnom, il faut l'appeler Annie. Alors ça gêne un petit peu notre Obi-Wan McGregor, parce que quand elle... appelle-moi Annie, ouais mais non, ça va pas être possible. Parce que Annie, c'est un peu le mec que j'ai laissé cramer sur Mustafar. Alors si je suis censée avoir des relations sexuelles avec toi en t'appelant Annie, ça va être dur un peu. C'est dans le chapitre 6 aussi, tu vois. et ouais. Ça lui fait penser à Anakin, il a une réaction épidermique, ça, tu sens que ça va pas être possible. C'est-à-dire que là, ça va être compliqué pour ses érections, hein. Ça c'est pas possible. D'autant qu'il y a la fille aussi, Kali, la fille d'Annie qui lui court après. Alors elle est en mode fangirl, adolescente de 16 ans. 16-17 ans, c'est juste au secours, le pauvre Obi-Wan, quoi. Bon, en plus, il lui a sauvé la vie parce que elle s'est retrouvée sur sa monture, le bien nommé Furax. Oui, Furax. Le Drewback qui a pété un câble et qui est parti tout droit dans une fosse à Sarlacc et tout. Bon, bref. Donc, Obi-Wan a sauvé Annie Lynn et sa fille. Et les deux, d'entrée de jeu,
l'une comme une midinette et puis l'autre comme une femme plus mature, elles ont des vues sur lui direct, quoi. Là, t'as l'impression d'être dans un drama chinois, tu sais, il la sauve de la mort. C'est carrément ça. Mon Dieu. Et tu sais que la vie d'Obi-Wan va se compliquer de façon dramatique tout de suite, quoi. Et pas juste le mec, il va faire et tout. Hein. C'est clair, il va faire ses courses à l'Oasis, t'as toutes les nanas qui sont en train de le guetter au comptoir, en train de faire des pauses lascives et tout, limite à lui, tu vois, comme dans Indiana Jones, tu vois, quand les filles elles clignent des yeux, puis il y a marqué le truc, il y a marqué je t'aime, en train de lui tirer la langue. Ouais, non mais c'est carrément, c'est la honte, quoi. Et le pauvre mec, il est là, il sait plus trop où se foutre, et puis t'as la tenancière, donc Annie Lynn, qui est toute contente parce qu'elle se rend compte qu'il achète qu'un seul oreiller. Donc ça va, il y a personne d'autre qui est prévu. Enfin, les détails. Enfin, nous, ça nous a bien fait marrer. Hein. Je dois dire que ces passages-là... C'est vraiment le genre de détail auquel les nanas feraient gaffe. C'est trop ça. Ah ouais. Et puis alors, avant il y a la fille, la fangirl, elle va l'espionner et tout. Elle va aller espionner dans sa casbah, tu sais. Et puis alors, heureusement qu'il fait ses méditations, pas de manière interne, tu vois. Il est pas en train de penser dans sa tête. Hein. Lui, il parle tout haut. Alors, tu m'étonnes, c'est peut-être pour ça qu'il finit par être ce vieux fou de Obi-Wan. Le mec, il parle tout seul dans sa casbah, tu sais. Mais c'est comme ça qu'il vend la mèche sur son nom de famille. Voilà. Ce con. Voilà, mais coup de bol, Kenobi est un nom très très répandu. D'ailleurs, j'ai noté très rapidement que personne avant ne lui demande quel est son patronyme. On s'en fout. Donc sur Tatooine, normalement, le patronyme, tu t'en fous. Donc Rey Skywalker, tu t'en fous. Voilà, c'est toujours dans des là. Enfin, je veux dire... Tu n'iras pas demander à quelqu'un qui croise comment il s'appelle, encore moins son nom de famille complet, tout le monde s'en fout. Enfin, il y a plein de gens qui doivent avoir un seul nom. Les seuls qui peuvent se targuer d'avoir un nom de famille, ce sont les membres des grosses familles de fermiers de la bourgeoisie locale, comme Oringo, qui est aussi un personnage central, Orin. En gros, c'est un des plus gros fermiers de la région, celui qui a mis en place la milice et le tocsin pour que les fermiers se protègent des Tusken. Et c'est l'ancien meilleur ami de Feu, le mari d'Annie Lynn. Il lui fait du gringue, il se tourne autour, tout le monde se dit qu'ils vont finir ensemble, mais elle est pas spécialement intéressée. Et puis surtout, les deux enfants d'Orin, qui sont un petit peu plus âgés que ceux d'Annie, arrêtent pas de les entraîner pour faire des saloperies. En fait, c'est vraiment deux voyous, et ils entraînent surtout le fiston, l'adolescent d'Annie dans des mauvais coups, et elle, ça lui plaît pas du tout, quoi. Donc elle est toujours en train de péter une durite quand son fils revient d'expédition où il a fait le con. C'est assez drôle d'ailleurs, c'est vraiment... Tous les parents d'adolescents comprendront. Hein, le tocsin, faut peut-être revenir dessus justement. Le tocsin, c'est un système qui a été mis en place par Orin qui permet d'imiter le son du dragon Crate, qui est la seule chose qui fait flipper sa race au Tusken. Bon, ça on le sait depuis la trilogie originale, puisque apparemment c'est le bruit que fait Ben quand il découvre Luke Skywalker. Au moment où Luke s'est fait attaquer, là on entend un gros bruit, et en fait c'était Obi-Wan en train d'imiter le dragon Crate. Donc voilà, c'est la référence. Et donc en fait Orin, il a mis en place tout un joyeux système d'arnaque, hein, on va le dire comme ça. C'est-à-dire que les gens doivent payer pour la protection. Enfin, c'est un mafieux local, hein. Il n'est pas vendu comme ça au début, mais on en arrive progressivement. Il se présente pas comme ça, il présente ça comme une coopérative, mais il a recours à des méthodes qui sont des méthodes de mafieux, hein, clairement. Voilà, vous donnez de l'argent, vous protège. Et donc du coup, il donne un système il installe un mégaphone là, et t'as une télécommande qui te permet quand t'es attaqué par des Tusken, de faire le bruit du dragon, puis du coup tout le monde est au courant, les autres fermiers arrivent, et puis les Tusken ils se barrent. Et ça on le voit au tout début dans la première scène où t'as une attaque, un raid de Tusken. Alors est-ce que je peux le placer déjà maintenant? Je sais pas, mais oui, puisqu'on est dans la partie spoiler, que de toute façon il n'y a plus d'attaque de Tusken depuis un moment, à part celles qui sont effectivement lancées par Anorak qui rebelle. Qui lâche pas l'affaire, ouais. Voilà, parce que depuis que notre Anakin est passé sur, comme tu l'as dit Aurélie, il y a 3 ans, les Tusken ils ont tellement flippé de leur race qu'ils attaquent plus personne. Et la petite entreprise de Orin, du coup elle fonctionne pas très bien, donc il est obligé de se faire passer normalement pour des Tusken pour faire peur aux colons, pour qu'ils payent pour la protection, parce que sinon ça lui ruinait son petit business. Ça on le découvre plus tard. Hein. Ouais, mais il organise vraiment des faux raids de Tusken pour faire plier ceux qui rechignent à payer
pour être intégré dans le système de protection du toxin, machin et tout. Et on s'en rend compte à la fin quand il essaie de faire cracher son pognon au vieux qu'on a découvert dans le prélude, qui était notre Gripsou, là, celui dont on était... le premier point de vue qu'on a dans l'histoire, vraiment dans le prélude au roman, qui dit, bah non, moi j'ai tous mes employés, j'ai tout ce qu'il faut, il est très très riche, donc il emploie ses propres gardes, etc. Et puis, Orin est obligé de monter un raid bidon, en fait, pour le faire plier, parce qu'il a les créanciers de Jabba au cul. Oui, comme il a fait des affaires avec Jabba. Il est dans la merde. Il est grave dans la merde. Et ouais, parce qu'il était trop bon pour être honnête, hein, le Orin, en fait. Parce qu'il a un grand sourire à les Tusken l'appellent. C'est le truc sympa, c'est-à-dire c'est les surnoms qui sont donnés par les Tusken, puisque forcément, les humains, il y en a peu qui comprennent la langue, il y en a quelques-uns qui comprennent, mais bon, ils sont obligés de les surnommer. Donc t'as grand sourire pour Orin. Notre Obi-Wan, c'est visage velu. Ouais. Voilà. Et notre Annaline, ça devient la dompteuse de vent. Alors c'est joli, c'est beau, c'est poétique. Ça, j'ai bien aimé la dompteuse de vent. Oui, parce qu'à un moment donné, en fait, quand Obi-Wan sauve la fille de Anilin, du Dubak Furax qui charge dans le désert, etc., qui est incontrôlable, il utilise la force. Et les Tusken étaient en train de le regarder faire, et Anorak était persuadée que c'était la femme qui avait utilisé la force. Et elle est au courant de la force, en fait, que les Tusken savent ce que c'est que les sorciers qui manipulent la force. Alors, ils vont pas appeler ça des Jedi, etc., mais ils en ont déjà vu. Ils ont déjà vu un sabre laser, etc. Mais au début, ils pensent que c'est la femme qui a utilisé ce pouvoir pour sauver sa fille. Donc, la première idée, c'est il faut qu'on la bute avant qu'elle apprenne aux autres colons à utiliser ce pouvoir. Et le plan B, c'est devenu, non, il faut en fait en faire une des nôtres, il faut l'enlever. Et forcément, ils vont tenter d'enlever Anilin le jour où Obi-Wan va faire ses courses dans l'Oasis. Parce qu'il a vraiment pas de bol. Ah il attire les emmerdes, hein. Et à chaque fois, il se retrouve dans des situations pas possibles, c'est la merde, quoi. Et forcément, il défend les gens de l'Oasis, il défend Anilin, il utilise la force et ça escalade très très vite la situation, quoi. Et oui, parce qu'en fait, ils en avaient un dans leur rang, parce que ça aussi, c'est le côté, alors, piqué aux Indiens, le côté, pas seulement les Indiens, finalement, peut-être que ça se faisait, que tu disais, je sais pas, chez les Bédouins, je sais pas si ça se faisait aussi, mais le côté l'exogamie, parce que c'est vrai que très rapidement, c'est compliqué, parce qu'ils vont pas se reproduire avec les humains qu'ils enlèvent. Je pense pas que ce soit possible, en tout cas, c'est pas spécifié. Mais en fait, ils sont, les Tusken, en train de péricliter, quoi. Ça fait longtemps que leur lignée, elles arrivent aussi leur troupe décime. Encore une fois, un Tatooine, je pense que c'est l'endroit où tu viens crever. Hein. Tu vas pas revenir là-dessus. J'ai rien à en dire de plus. Et donc, du coup, même les Tusken, ils sont en voie d'extinction. Et donc, pour arriver à gonfler leur rang, ils font du recrutement volontaire, on va dire. Donc, ils vont enlever... Donc, c'est ce qu'on voyait avec... Ça explique ça aussi. Mais alors, la manière de traiter est bizarre un peu, mais ils ont probablement enlevé Shmi à cause de ça aussi. C'est-à-dire qu'ils enlèvent les gens pour venir gonfler leur rang. Et donc, du coup, alors lui, le Jedi qu'ils ont récupéré, il est venu volontairement, lui, apparemment. Mais il s'est marié, du coup, avec une fille, alors c'était une humaine, qui se retrouve être, du coup, la sœur du chef. On tourne du pot, hein. Pour l'instant, on n'a pas encore dit le rebondissement principal, mais on va y arriver bientôt. Et donc, du coup, cette sœur-là, Kashyyyk, là, elle a épousé ce Jedi, ils ont eu un enfant. Alors ça, pour le coup, c'est pour ça qu'on est bien dans l'univers légende, parce qu'en plus, apparemment, cet enfant, on le retrouve dans d'autres histoires. C'est devenu même un Jedi tenté du côté obscur qui s'est même appelé Darth Krayt, parce qu'il a pris le nom des dragons Krayt et tout. Donc. Mais il y a effectivement cette figure de ce Jedi, là, Sharad Hett, qui est mentionné plusieurs fois dans l'histoire, mais qu'on voit pas, évidemment. Mais ils vont effectivement chercher des gens pour les aider, pour grossir leur rang. L'enlèvement de Shmi Lars, le fait que les Lars n'aient pas réussi à la retrouver au bout d'un mois de recherche, c'est ce qui a motivé la création de la milice, le toxin, machin et tout, pour pas que ça se reproduise. Même si la ferme des Lars est de l'autre côté d'une mer de sable, c'est pas tout à fait la même région. Ensuite, il y a eu le massacre du village
par Anakin, un village entier. Donc ce qui fait que les tribus, les clans de Tusken, ils ont flippé, etc. Ils ont revu tous leurs standards à la baisse pour ce qui est des rites initiatiques, des objectifs de raid, du partage du butin, de la formation des guerriers, parce que y a plus assez d'individus, donc on devient guerrier comme ça du jour au lendemain, et sans être vraiment prêt comme c'était le cas avant, ce qui fait que par exemple Ayark perd son fils dans le raid de l'Oasis. Son dernier enfant vivant meurt à ce moment-là. Ou c'est après parce qu'en fait, une fois qu'ils ont attaqué l'Oasis, les colons, ils sont super vénères et ils partent chasser les Tusken. Ils partent à la chasse aux Tusken et c'est un vrai massacre. Tu me dis ça, tu sais, j'ai une vision de Peter Pan, tu sais, quand ils vont chasser les Indiens, tu sais, la file indienne, indienne. C'est exactement ça. Tu vois les pieds nickelés qui partent à la chasse. Ils sont tous piégés dans un ravin, c'est con de Tusken, et là c'est du tir au pigeon, c'est un carnage. Ouais, mais je vais dire à part Anora qu'ils sont un peu nazes, quoi, en fait. Hein. C'est vraiment un chef exceptionnel. Hein. Oui. Parce que c'est le... moi je tourne autour du pot comme le bouquin. Hein, ouais, c'est difficile, hein. Parce que Anora comprend... je peux pas utiliser les bons termes. Comprend avant les autres l'entourloupe du dragon, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dragon crête qui va attaquer. Toxin, le chef comprend en voyant la télécommande, le truc, et aucun autre se pose la question, quoi. Œil broché, beaucoup plus futé, beaucoup plus intelligent que... Ah, c'est œil de lynx, hein, c'est pas œil broché. Vraiment. Et d'ailleurs, on n'aura jamais l'explication de ce qui est dans son œil aveugle. En fait, on sait juste que c'est un cristal. Voilà, nous on soupçonne que c'est un cristal Kyber récupéré des Jedi, des humains qui ont intégré... Le charade, oui, mais alors si c'était un Kyber, Obi-Wan il le dirait, enfin je pense pas qu'il reconnaîtrait, mais je pense que ce soit tu vois, en plus c'est un écarlate, du coup c'est un cristal écarlate, c'est un cristal qui a été saigné, alors c'est marrant, on se retrouvera avec un dark crystal, tu vois, c'était intéressant, tu vois, surtout avec un cristal Sith, on le saura pas, enfin c'est pas... Après, c'est vrai qu'il y a des choses que tu peux compléter ou sur lesquelles tu peux te poser des questions. Hein. Le dragon, j'aimerais revenir sur le dragon parce que je pense que le dragon est super intéressant. On parle de thématique. Ouais. Sur le fait qu'on commence avec finalement, à part le prologue, hein, que la menace imminente d'un dragon qui est annoncée au début, dans le premier chapitre, lors du premier raid, que les Tusken se sauvent quand ils pensent que le dragon va attaquer, et qu'on conclut le roman avec finalement ce dragon qui arrive. Les dragons crêtes, on a vu un squelette dans la trilogie originale. On les a pas vus en fait. Alors là, voilà, ça c'est des bestioles qui font 4,50 m de long, qui sont attirées par la force apparemment, et alors qui font des bruits uniquement dans leur période de reproduction. Donc c'est marrant parce qu'on se retrouve toujours avec la question quand même, tu vois, de la reproduction. La reproduction, à tous les coups ils sont ovipares, donc on revient sur les œufs, le nid. Voilà. Ouais. Et d'ailleurs, à la fin, quand l'attaque du Dragon Crate a lieu, tu te retrouves avec Ayark et Anilin. Oui, parce qu'il y a plein de rebondissements et à un moment donné, tu as cette espèce d'alliance improbable entre Ayark et Anilin qui mène tous les enfants Tusken qui restent à l'abri du dragon. Pour Anilin, c'est normal parce que c'est l'amie des bêtes, hein, donc... Oui, c'est vrai, elle est vraiment pleine d'empathie. Ouais. Ce serait une Rose plus âgée et endurcie, on va dire. C'est vraiment un personnage sympathique que j'ai beaucoup aimé. Et on peut peut-être le dire maintenant parce que... Oui, on peut le dire, ça fait partie des nombreux rebondissements. Alors, premier rebondissement, c'était que... Alors, nous, on a tout de suite soupçonné qu'Ori n'était pas net. Hein, mais on pensait même qu'il avait tué le mari d'Anilin, tu vois, parce que comme il y a des vues et tout, bon, on le sentait comme ça, mais apparemment pas. Hein, donc, alors, c'était un des rebondissements auxquels on s'attendait qu'on n'a pas eu. Par contre, on a bien eu la confirmation que c'était un connard pleutre et pas sympathique. Une pourriture. Voilà, finie, quoi. Une grosse pourriture. Et l'autre gros rebondissement, vas-y Aurélie. Alors c'est au chapitre 19, donc c'est à peu près au milieu du roman. C'est après le massacre des Tusken dans le ravin. Anilin et Ben, qui ont assisté au massacre, sont révulsés. Même si les Tusken sont censés être les ennemis des colons, etc. Là c'était du tir au pigeon, c'était immonde. Ils sont révulsés et ils prennent le fils d'Ayark, d'œil broché, et lui ramènent son fils. Et c'est là et là on est du point de vue d'Anilin, elle se rend compte que œil broché est une femme
et non pas un homme. Donc le chef de guerre des Tusken, le plus futé, etc., c'est une matriarche. Normalement, les femmes Tusken ne deviennent pas des guerriers, mais là, ils sont tellement désespérés, leurs rangs se sont tellement amenuisés à force d'être traqués, etc., depuis 3 ans, qu'elle est devenue chef de guerre. Moi, quand j'ai dit, quoi, c'est une femme? Ah, là, ça a été le rebondissement. Alors, quelque part, j'étais hyper contente et à la fois hyper déçue parce que justement, comme j'ai dit, moi, j'espérais, parce que comme il était question d'enlever Annie Lin, et puis tu voyais Anorak en train de sniffer le banta, il retrouvait l'odeur de Annie Lin, et puis voilà, j'ai dit, oh, ça sent le dernier des Mohicans, cette affaire, tu vois, là, moi, j'étais toute contente. Ça sent Captive Woman, ouais, Captive carrément. Heart, je sais pas quoi. Ah ouais, téléfilm qu'on vous invite à aller voir parce que c'est vraiment mignon. Super. Puis si vous aimez les cheveux longs, vous allez bien vous plaire aussi. Mais alors du coup, on savait qu'il y aurait pas de cheveux longs, tout ça, il y aurait pas d'enlever, on n'aurait pas enlevé les bandelettes, tu vois. Mais néanmoins, il y a un moment, je me dis bah alors attends, elle va apprendre à connaître les Tusken et puis. Et moi j'étais morte de rire parce que j'avais quelques chapitres d'avance et j'attendais le moment où t'allais tomber sur le twist. Je me disais, putain, va être dégoûtée, ça. Dégoûtée non, parce que c'était un bon rebondissement, je dois dire. C'était bien amené. C'était très très bien amené. J'étais pas contre le fait d'avoir, tu vois, mais je l'ai eu d'une certaine manière parce que le côté non, mais ce ne sont pas que des monstres et des animaux, parce que on commence comme ça aussi, hein, c'est-à-dire les Tusken sont des monstres et des animaux, et c'est l'idée de ils sont différents, mais acceptons de comprendre leur point de vue, donc voilà, donc on évolue comme ça, et c'est vrai que l'enlèvement ça aurait été intéressant pour ça, mais c'est pas grave, on a eu du coup l'union des deux matriarches qui veulent défendre leur clan ou leur progéniture ou la vie. Enfin, du coup, Annie Lin est la seule à avoir une progéniture à défendre puisque Ayark, elle a plus rien, elle a. À son clan. Comme Annie Lin et le Jedi, parce qu'Ayark finit par comprendre que c'est Ben, le manipulateur de la Force, et donc c'est là qu'elle lui parle de son beau-frère, qui était un Jedi, qui était venu de son propre gré, et elle aimerait bien recruter Obi-Wan pour sa tribu. Comme nouveau chaman. Voilà, puisque ça s'est déjà fait, et donc ils font un deal, etc., à un moment donné, pour protéger les Tusken, qui vont être accusés à tort du raid dont on vous a parlé un petit peu plus tôt contre Gripsou, pour les protéger des colons en furie, pour pas qu'il y ait un deuxième massacre qui se produise dans le dernier tiers du livre, dans le dernier arc. Et à ce moment-là, donc Obi-Wan, Annie Lin et Ayark et son peuple, enfin ce qu'il en reste, montent un plan, un traquenard pour piéger Orin et les colons, et surtout que Orin soit, toutes ses manigances soient dévoilées auprès des colons, toute son arnaque. Et c'est là que Annie Lin elle appelle les sbires de Jabba à la rescousse. Elle balance Orin aux sbires de Jabba qui arrivent dans le bordel. T'as les Tusken et Obi-Wan d'un côté, les colons de l'autre, puis Annie Lin qui arrive avec une petite armada de Jabba, là, de ses créanciers. Ça part en couille. Et c'est là qu'ensuite il y a l'attaque du Dragon Crate et qu'il faut mettre les enfants à l'abri et que tu vois l'entente tacite entre ces deux mères, ces deux femmes, pour protéger les petits. Donc ça, j'ai vraiment trouvé ça hyper intéressant parce qu'en plus, Obi-Wan, il a dû se rendre compte tout de suite que Ayark était une femme. Je sais pas s'il se serait rendu compte de ça. Tu lui donnes beaucoup de crédit à Obi-Wan McGregor. Remarque, il s'était pas rendu compte que sa monture était enceinte. Mais non, une heure avant qu'elle accouche. Mais ils sont nazes avec les enfants et avec les trucs, donc non, voilà, il est au courant de rien, lui. Je pense que ça lui est passé au-dessus de la tête. Hein. Et c'est une autre femme qui finit par identifier la matriarche. Je me dis, mais attends, c'est une mère que j'ai en face de moi. Dans sa manière de toucher son fils, ouais, dans la manière de se pencher sur son fils. De toucher le cadavre de son fils et de... Ouais. Mais alors ça, pour le coup, ça a été super bien amené parce que c'est vrai qu'on s'est dit, alors après, mais attends, t'imagines, voyez-nous la complication des fois qu'on s'est posée quand on discutait pour essayer d'éviter la seule, elle, machin. Ça a dû être compliqué à écrire parce que il fallait absolument éviter les pronoms ou des... alors bon, voilà, c'est vrai qu'en anglais, t'as pas un accord d'adjectif parce que t'as pas d'accord féminin qui fait que ça peut être compliqué, mais par contre, pour le coup, dans la traduction, je me demande si Sandy s'est arraché les cheveux avec ça, parce que effectivement jusqu'avant t'as pas moyen de deviner que c'est une femme. Non, parce qu'à chaque fois soit il est désigné par Ayark, c'est ça, soit c'est des formules impersonnelles ou de la voix passive, je suis en train de regarder les premiers chapitres, soit c'est le chef de meute, le chef de guerre, etc. Donc des trucs qui ne sont pas genrés. Ah ouais, mais ça a demandé une réflexion, si tu veux. Il y a eu vraiment une réflexion de ça. Ouais. Quand il nous avait dit... du coup, je suis même pas allée regarder quel était son surnom en anglais.
qu'il avait cherché un moment, il avait passé du temps à trouver œil broché, donc vraiment la bonne traduction pour l'équivalent en anglais. Je dis bon, ok, mais en fait il a dû s'arracher les tifs aussi, mais il pouvait pas nous le dire, sinon il spoilait le roman, mais pour tourner autour du pot, comme l'auteur d'origine, pour pas révéler que c'était une femme avant le chapitre 19. Ah bah c'est sûr, parce que moi tu vois au début je me dis bon ok, on va partir sur Willy le Borgne, on va encore rester avec les Goonies, c'est quand même une grosse tradition de Star Wars ces derniers temps, mais non là du coup c'est pas du tout ça, hein. Et tu vois, c'est pour ça quand j'ai dit que c'était des personnages en plus d'une quarantaine d'années, c'est pareil, enfin c'est pas écrit pour des gamins quoi. Je sais bien que c'est édité chez Pocket Jeunesse, enfin, c'est pas que ce soit non, c'est pas à mettre dans les mains des enfants. Ah, c'est pas Pocket Jeunesse. Non, c'est Pocket normal. Ah bah d'accord, bah très bien, parce qu'effectivement, t'as pas l'impression de lire les Goonies, tu vois là, pour le coup, c'est bien. Ni Indiana Jones, hein, t'as vraiment plutôt l'impression il était une fois dans l'Ouest, enfin. Alors c'est peut-être pour ça que nous aussi on a connecté quand même pas mal avec les personnages parce qu'on est dans la même tranche d'âge. Et je trouve que les dynamiques entre les personnages des colons et puis les difficultés qu'ils ont au quotidien, bah faut faire ses comptes, machin, là, attention ils vont revenir de la course de potes, ils vont tous picoler jusqu'à pas d'heure, gna 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 gna, oh putain mes enfants adolescents ils font chier. C'est des choses je pense qui sont aussi vraies dans notre univers à nous que dans la galaxie très lointaine quoi. Ça les rend très proches de nous en fait ces personnages. Oui, parce qu'ils font leur compte, ils ont leur budget, enfin tu vois, visiblement ils vont chez le psychiatre et chez le médecin, enfin ils ont une vie ils c'est pas ce que tu vois d'habitude en rayon, voilà. Ils ont des clients chiants, ils tiennent des journaux intimes aussi hein, parce que oui. C'est rigolo. Bon, mais comme tous les gens qui sont sur Tatooine, c'est quand même des vies volées, hein, j'ai envie de dire aussi. Il y a le fait que Annalyn, elle décrit sa vie comme une vie périmée. Bon, elle a 40 ans, donc en fait, elle peut entamer une deuxième partie de vie. Et c'est un peu ce que l'arrivée de Ben va remuer aussi, c'est-à-dire non, je suis également une femme, je ne suis pas que une maman et celle qui tient l'oasis, c'est-à-dire elle va retrouver, ça la remet en contact avec ses fantasmes et ses rêves en fait. C'est vrai parce que elle le dit à plusieurs, ou elle le pense à plusieurs reprises, surtout dans la première moitié du roman, qu'elle est trop fatiguée pour penser à quoi que ce soit. Elle est épuisée, cette femme, elle est vraiment épuisée. C'est une vie qui est très très dure. L'arrivée de Ben, c'est une bouffée d'oxygène. Elle repense à ses rêves du temps où elle voulait devenir experte en exobiologie et intégrer l'université d'Alderaan et ensuite un programme de recherche sur Naboo, machin. Et elle avait jamais envoyé son formulaire d'inscription parce que elle s'est mariée et puis elle a très vite eu un enfant, etc. Et puis, c'est vrai que leur histoire d'amour ne se fait pas, donc il n'est pas réceptif à ce niveau-là, il ne peut pas la satisfaire à ce niveau-là. Par contre, cet élan que l'arrivée de Ben a donné dans la vie d'Annilyn se poursuit, puisque il a dû passer carrément par Bail Organa. Hein, ah bah oui. Bien sûr, hein, autant connaître le roi de la planète qui organise... Le programme universitaire qui existe toujours sous l'Empire et il a envoyé la demande d'inscription qui datait d'une vingtaine d'années et elle est passée complètement oui parce que les Jedi n'ont pas peur du népotisme visiblement. Alors, je veux dire comme d'habitude il y a rien de bon hein, chez les Jedi, c'est-à-dire c'est des censeurs moraux mais alors tous les coups bas sont permis hein. Mais là à la limite je pense qu'il lui devait dans la mesure où l'arrivée de Ben a quand même provoqué une réaction en chaîne qui fait que elle perd son business, elle perd le respect des gens de la colonie par son association avec Orin, même si elle n'était pas au courant de tout. Si tu veux, elle est coupable par association, même si elle a jamais arnaqué les gens, etc. Donc il fallait qu'elle parte, elle avait plus d'avenir sur Tatooine et il fallait qu'elle se mette à l'abri. C'est pas la seule raison pour laquelle il l'envoie à Patresse, hein. C'est surtout qu'il enlève la complication pour lui parce que l'Annilyn aux yeux verts, hein, les seuls yeux verts de Tatooine, je pense qu'il est quand même un peu sensible, hein, on a droit à un bisou, bon celle qu'il donne, enfin et puis voilà, elle est là nue sous sa couverture, alors elle est recouverte de son manteau, elle dort à poil sous le manteau d'Obi-Wan qui sait plus où se mettre, tu vois, donc quand il a on a des bons moments comme ça, tu vois. Digne d'un drama asiatique. Voilà, exactement. Je pense qu'à un moment, il s'est dit, oulala, si je me débarrasse pas de la nénette, je vais me retrouver avec une femme et 2 gamins, même s'ils sont grands, tu vois, même s'ils ont, ils sont en passe de vivre leur vie, ça l'arrange pas trop, hein, en fait. Hein. Donc, ça va pas avec ses projets, de vie. Ce serait vraiment une grosse prise de risque par rapport à sa mission qui consiste à protéger Luke. Je pense que ça aurait été bien parce qu'au contraire, il aurait été encore plus incognito. Hein.
Bah ouais, mais c'est vrai que dans le désert, tout le monde connaît tout le monde très très vite, quoi. C'est un peu chaud. Donc ça s'est pas fait, et du coup notre Anilyn, avec ses 2 gamins sous le bras, part s'inscrire, enfin suivre des cours à l'université d'Alderaan. Oui, alors on espère que les cours durent pas 20 ans, parce que sinon elle est coincée au moment où la planète explose. Moi c'était ma grosse question à la fin. J'étais en train de dire à Rolly, c'est dégueulasse l'enflure, elle l'a envoyé sur Alderaan, résultat, au début elle est en train de clamser. Voilà, exactement. C'est vraiment des salauds dans Star Wars. Et, tout de suite Aurélie, non, t'inquiète, après elle va sur Naboo. Bon, bah je sais pas si... Et tu crois qu'elle va tenir les mêmes propos que Anakin après sur Naboo? Ah là là, au moins il y a pas de sable ici, parce que j'aime pas le sable. J'aime pas le sable, ça va partout. Bon, et alors cela dit, parce que moi j'ai vraiment envie de reparler de Annie pour le coup d'Anakin, et c'est vrai que j'avais commencé à en parler quand j'ai parlé du dragon. Parce que le dragon Crate, c'est également à mettre en parallèle avec Anakin. Parce que la figure du dragon était très présente dans la novélisation de la Revanche des Sith. Et c'est la manière dont Anakin visionnait son combat intérieur, enfin, et ce qu'il rongeait. Son côté obscur qui se réveillait. C'était un dragon. Et donc du coup, le rapport avec le dragon qui terrorise les Tusken, et tu penses que voilà, là les Tusken, ça fait 3 ans qu'ils sont en PTSD suite à la visite d'Anakin, et qu'à la fin tu vois Obi-Wan en train de se battre contre le dragon, et que quand même pendant toute l'histoire, il y a cette présence de ce qu'il a fait à Anakin et comment il doit vivre avec. Le poids de cet échec, ah oui, on tourne pas autour du pot. Ah non, avec les figures des 2 frères, échec et sacrilège, et à ça je rajouterais Orin, donc Oringo, qui donc en Obi-Wan comprend qui est Orin, enfin ce qu'il fait, il lui dit plusieurs fois rebrousse chemin, repars en arrière, voilà ce qu'il a jamais pu dire à Anakin. Bon, alors il a autant de succès qu'avec Anakin. Ah oui, l'autre il est, alors pour le coup, lui la rédemption, Orin comme ses gosses, ça l'intéresse pas, il est irrécupérable jusqu'au bout, il va refuser toutes les mains tendues, tous les mots de sagesse, toutes les échappatoires, il va les refuser. Oui, mais pour parler de son destin, qui finalement a le même destin qu'Anakin, parce qu'en fait, à la fin, il se retrouve comme Vador. C'est-à-dire qu'il se retrouve, il provoque, enfin, il y a un accident qui se fait, que du coup, Orin tombe dans un ravin. On se retrouve toujours dans Star Wars. Il tombe dans un ravin, et il crame avec l'incendie de son speeder. Donc il est laissé pour mort. À ce moment-là, Anilyn et Obi-Wan pensent qu'il est mort. Mais il est pas mort. Un sort plus terrible l'attend, car il a été récupéré par les Tusken. Et en fait, il est handicapé, il est paralysé. Il peut plus bouger du bas. Et donc, ils l'ont momifié. Donc, quand il se réveille, tu vois, ça fait très film d'horreur. Tu vois, je repense à l'épisode qu'on vient de faire sur l'épisode. Très anxiogène, ce passage. Carrément. Il se réveille momifié avec les trucs en métal qui se mettent dans les yeux, là, les systèmes pour pouvoir quand même voir malgré leurs bandelettes. Il peut pas bouger, et il vient de comprendre que pour eux, il est devenu un Tusken, et ils lui disent, maintenant mon coco, toi tu peux produire de l'eau, nous on a besoin d'eau, donc si tu veux continuer à vivre, tu vas devoir nous faire de l'eau, et on va te maintenir aussi longtemps que tu peux nous apporter quelque chose. Et à ce moment-là, il décide de plus parler, voilà, donc il a été capturé et pris en otage par les Tusken. Et il est devenu ce qu'il détestait le plus au monde. Mais il se retrouve finalement dans la même position qu'Anakin, qui est comme lui à la fin brûlé vivant. Oui. Et qui se retrouve momifié dans son casque et dans son exosquelette de Vador, et qui parlera plus de la même manière non plus. Il se retrouve avec sa manière de parler Vador, quoi. Il n'est plus Anakin, il a perdu son identité. Donc du coup, j'ai envie de dire qu'on se retrouve à Obi-Wan, il fait toujours les mêmes erreurs, parce qu'il se trouve pareil, à la fin, il a laissé quelqu'un pour mort, il aurait mieux fait de le tuer une bonne fois pour toutes. Il laisse derrière encore une âme torturée en souffrance. Certes, Orin est une pourriture, mais le parallèle avec Vador, tu vois, m'a laissé un goût très amer, moi, à la fin, par rapport à ça. Moi, moins, parce que vraiment, c'était mérité, et ça fait sens par rapport au mode de fonctionnement des Tusken, et puis c'est logique avec son arc, qui devient ce qu'il déteste le plus. Et ça faisait un moment qu'il se déguisait en Tusken pour faire des faux raids contre ses voisins pour les obliger à adhérer à la milice, à la caisse commune. Et donc du coup, là, ça se retourne contre lui. Ironie cosmique du sort, voilà quoi, c'est vrai qu'Obi-Wan, je pense qu'il a jamais vu un seul film de zombies, il ne connaît pas le principe de la double dose. Parce que ça en fait 2 l'un derrière l'autre que, vise la tête quoi, tue la tête. Quand même. Juste pour être sûr, comme dans Scream 2, c'est juste pour être sûr. C'est surtout que même, tu vois, dans ses méditations, finalement, Obi-Wan, c'est pour ça que, je sais pas si je suis encore convaincue par Obi-Wan.
il est pas tellement hanté finalement par le souvenir d'Anakin. Tu vois, même si je te dis, on a cette présence. C'est plus le poids de sa propre culpabilité. Bah, c'est narcissique, quoi. Il se pose pas la question. Enfin, il se demande pas s'il est mort, s'il est pas mort. Il devrait le savoir qu'il est pas mort, parce qu'il le sentirait dans la force, j'imagine. J'en sais rien, je sais pas. Maintenant, c'est plus, de toute façon, ce qu'ils font, ce qui leur arrive. De toute façon, il avait l'air d'être au courant que Vador, c'était au moment où, dans le 4, il sait très bien que Vador et Anakin, c'est la même personne. Donc, il avait fini par faire les comptes, si tu veux. Donc le fait d'avoir laissé ce type en charpie, qui était son frère, qui l'aimait et tout, je sais pas. Et en plus d'être là en train de conditionner son gamin pour le massacrer, si tu veux, on en revient toujours à ça, hein, L'ambivalence des Jedi, hein, qu'on n'arrive vraiment pas Ah bah non, à laquelle on peut pas adhérer. Quel est le défaut d'Obi-Wan là-dedans? C'est le même que la plupart des Jedi, c'est-à-dire son refus à l'attachement, quoi. Ça reste son défaut. Le fait qu'il pense qu'il puisse s'éloigner des relations humaines, mais tu peux pas faire ça, en fait. T'es toujours... alors apparemment, après, ça a peut-être dû le calmer entre le moment où Anakin s'en va et il prend vraiment sa vie d'ermite au sérieux, là, j'en sais rien. Est-ce qu'il arrive à vivre complètement en autarcie Ou est-ce qu'il a de la bœuf dans sa cave, comme on l'a toujours soupçonné Ah ouais, ça manque de bœuf, hein, aussi, cette histoire. Ouais. Mais le fait qu'il soit en PTSD, c'est ça, par contre, même elle lui met à un moment donné, elle va chez lui, elle lui fait un vieux rentre-dedans, type femme fatale, années 40, quoi. Et puis, la conversation change très vite, parce qu'il est pas réceptif. Et là, elle lui dit, parce qu'elle sent les choses. À un moment donné, je me suis même demandé si elle était pas un peu sensible à la force, parce qu'elle est vraiment dans l'empathie, y compris avec les animaux, etc. Et elle lui dit, mais t'es en stress, en fait, tu as un trauma que tu te trimbales et t'iras pas mieux. Enfin, voilà, elle a senti ça chez lui, et c'est en filigrane dans tout le roman, c'est qu'il est vraiment en PTSD, le pauvre Obi-Wan, quoi. Il y a de quoi, hein, il y a de quoi. Et rongé par la culpabilité, mais c'est vrai qu'il pense très rarement à Anakin, ou alors c'est sous-entendu, mais il va pas le verbaliser frontalement, enfin clairement. Et il finit quand même par accrocher les wagons, par se dire « Ah, mais attends, il y a 3 ans, enlèvement, machin ». Il finit par comprendre que celui qui a massacré les Tusken suite à l'attaque chez les Lars et à l'enlèvement de Shmi, c'est Anakin. Il lui faut les 2/3 du bouquin quand même pour faire le lien, pour comprendre que Padmé lui avait pas tout dit, Anakin non plus, et qu'il avait vraiment massacré un village, quoi. Les femmes et les enfants aussi. Ce qui était un gros red flag, hein, dans l'épisode 2, bien sûr. Et cette information, lui ne l'avait pas. Padmé n'en a parlé à personne. Je comprends pourquoi elle l'a pas fait, mais du coup, c'est lourd de conséquences, quoi. Oui, bah c'était l'idée aussi, hein, ça devait jouer là-dessus. Tu vois, par rapport justement, si on compare la nouvelle qui est canon, hein, maintenant, donc du bouquin de George Mann, ce que je trouve qui est intéressant, c'est que dans cette version canon, quand Obi-Wan se retrouve un peu dans les mêmes circonstances, enfin plus ou moins, c'est-à-dire que là, donc t'as les Tusken qui sont attaqués toutes les nuits par un Dragon Crate, et donc à un moment, ils sont obligés de partir façon Minotaur. Pour le coup, là, les enlèvements sont justifiés autrement, c'est-à-dire qu'ils vont enlever des gens parce qu'il faut donner à bouffer aux dragons, qu'ils en ont marre de se faire bouffer. Et donc, du coup, Obi-Wan se porte volontaire, tu vois, pour justement amener la paix, et il tue pas le dragon dans cette version-là. Cette version-là, il utilise la force pour l'amadouer, pour l'apprivoiser. Pour amadouer le dragon, mais il prévient les Tusken en disant, bon, à partir de maintenant, vous arrêtez vos conneries, sinon je vous relance le dragon sur la gueule. Donc, ce qui, après, peut faire le lien avec l'épisode 4, où quand ils entendent le dragon, ils se disent, oula, il y a l'autre football qui va nous balancer un dragon sur la gueule. Tandis que dans la version, et c'est peut-être pour ça que c'est bien que ce soit devenu légende finalement, et c'est là que Obi-Wan McGregor, hein, c'est vrai que ça a été écrit, alors il y a les fangirls d'Obi-Wan, alors ça va, c'est bien écrit, c'est marrant, mais j'ai envie de dire, t'as les fanboys d'Obi-Wan, c'est-à-dire Obi-Wan, qui était beau, qui était grand, qui sentait bon le sable chaud, c'est pas vu que du côté des filles. C'est-à-dire que c'est la façon, bon, parfois certains mecs voient les Jedi, c'est-à-dire le fait que ce soit des grands guerriers, machin, etc. Et donc, ils ont leur grand guerrier dans cette histoire, que toutes les filles, dès qu'elles le voient, elles en peuvent plus. Et donc, à la fin, il sort ce sabre au clair, tout seul, contre 4,50 m de muscles et de viande et de crocs, il tabat le dragon comme Saint-Michel ou Saint-Georges, là, à coups de sabre laser.
le combat des titans, et bah c'est pas du tout ce qui se passe dans la version de George Mann, et je trouve que effectivement c'est 2 points de vue différents. Alors pourquoi est-ce qu'il a pas utilisé la force pour respecter la vie, tu vois, apaiser le dragon? Ça repose aussi par rapport à ce qui s'est passé entre lui et Anakin finalement, c'est-à-dire d'aller au conflit dans la version prélogie, alors que dans la trilogie originelle il se sacrifie. Mais dans l'intervalle, ce qui change tout, c'est que Luke est grand maintenant, peut prendre la relève. Ouais, mais je pense que tu vois, le fait qu'il ait tué le dragon Crate à la fin, c'est aussi un truc qui me plaît pas, en fait. Sur la scène, elle est intéressante, tu vois, elle est bien écrite, mais sur le plan mythologique et en raccord avec la prélogie, tu vois, pour le coup, pour moi, ça montre qu'il a pas encore évolué, c'est-à-dire qu'il est encore à tuer les dragons, quoi. Alors que dans le même temps, t'as le questionnement sur les Tusken sont-ils des monstres? Réponse, oui. Non, ils sont comme nous, comme le dit à un moment Annie Lynn. Ils ont des enfants, ils ont des préoccupations, eux aussi ils ont envie d'eau, ils ont envie de machin, bon voilà, etc. Et donc finalement le dragon, ça aussi, tu vois, le fait de tuer le dragon et pas de l'apprivoiser, ce refus de la nuance. Ça, sur la fin, je dirais que ça... Et le fait parce que simplement, il a voulu faire un grand moment épique d'Obi-Wan McGregor, sabre au clair, pectoraux huilés, je vais buter tout le monde. Mais en même temps, le dragon, dans la version du roman, c'est un peu la menace existentielle comme les marcheurs blancs dans Game of Thrones, c'est-à-dire que c'est une menace factice. Au début, les humains imitent le dragon pour faire fuir les Tusken, etc., Ils ont trouvé une parade. Les humains n'aiment pas le dragon non plus, hein. Ils n'ont pas envie d'en croiser un. Je veux dire, les Tusken, c'est le seul truc qui leur fait peur. Les humains, ils ont aussi peur du dragon, hein, du dragon Crate, qui est une grosse bestiole hyper dangereuse. Mais du coup, on le retrouve à la fin, et il ne faut pas oublier que Orin est là au moment où c'est Obi-Wan et lui qui se font attaquer par le dragon. À force de faire les cons dans les piliers en pierre à tout défoncer, ils ont réveillé le dragon. Orin, ça fait partie de son arc aussi, que le fait d'avoir réveillé un vrai dragon face à lui, c'est un peu un juste retour des choses. Et c'est vrai que Obi-Wan tue le dragon, et c'est là que Orin se rend compte qu'Obi-Wan est un utilisateur de la force. C'est le plus fort. Il sait maintenant que l'Empire, ça y est, les informations commencent à arriver sur Tatooine, l'Empire traque les Jedi, il le menace de le dénoncer, Obi-Wan ne le tue pas, et après il y a le micmac avec le speeder, etc. Donc j'ai l'impression qu'à ce moment-là, c'est Obi-Wan qui devient le dragon aux yeux d'Orin. Oui, mais il aurait pu aussi apprivoiser le dragon comme dans la nouvelle de George Mann, et l'autre, il aurait vu aussi qu'il avait la force. Enfin, je veux dire, il aurait bien vu qu'il était capable d'apprivoiser un dragon. Alors par contre, tu vois, ça nous fait un bon segue avec notre version à nous d'Obi-Wan qui serait Breaking Tatooine, là, parce que chevaucher le dragon, tu vois, en langage, ça veut dire faire de la drogue, hein, donc le fait qu'à un moment Obi-Wan il chevauche le dragon, ouais, bien sûr, hein, tu peux commencer ton petit business de drogue, Obi-Wan, ça y est, t'as chevauché le dragon. C'est comme ça qu'il a eu l'idée. C'est ça. Alors ouais, on va peut-être conclure l'épisode avec quelques petits points comme ça en vrac qu'on a bien aimés ou des choses comme ça. Alors moi par exemple, il y avait quelques points qui m'ont amusé, c'est-à-dire qu'à un moment il y avait l'idée ils ont fait une référence à la possibilité d'un droïde qui se mettait à tuer tout le monde, tu vois, ça m'a fait penser à la Shot. Donc je sais pas si Daniel José Holder il a piqué l'idée dans ce bouquin, mais bon, il y avait ça. L'idée que voilà, une machine qui commencerait à massacrer tous les clients. Parce que Annaline, elle est gentille avec les bêtes, mais elle est gentille avec les droïdes aussi. C'est un peu la Rey sans la force. C'est quand elle va dans Amos Eisley, elle reconnaît le droïde qui l'avait servi. Enfin, elle l'appelle par son prénom, tout ça. Voilà, c'est un truc. Et alors, il y avait quelques petites choses qui étaient dans les traductions qui étaient marrantes, c'est-à-dire j'ai bien apprécié le tocsin des couillons pour le tocsin des colons, tu vois, donc je sais pas ce que c'était en version originale, mais ça je l'ai noté. À un moment ça m'a fait rire quand on parle de Ben et que c'est l'intrépide vagabond, je cite, j'ai noté en marge, ouh, le paladin, attention, débarque Ben, l'intrépide paladin, tu vois. Donc il y a des choses comme ça qui m'ont bien fait rigoler. Quand Obi-Wan débarque à la concession parce qu'il vient de faire du stop avec les Jawas.
Que là aussi, c'est là que je dis, il y a peut-être le côté futur trafiquant de drogue, parce que t'as l'impression que c'est le vrai beatnik, tu sais, il débarque avec sa barbe, tout ça. Limite, t'imagines le sandcrawler des Jawa qui s'ouvre, et puis là, t'as le nuage de fumée qui sort, comme s'ils étaient tous en train de fumer leur joint là-dedans, tu sais. Et d'ailleurs, je constate que c'est un bar à chicha, ça se trouve, là. Carrément. Mais tu vois, je constate que si t'apprends des choses sur les Tusken, personne s'est encore tellement attelé aux Jawa. Alors, est-ce qu'il existe un bouquin qui nous raconte la vie des Jawa, qui restent quand même les parents pauvres de Tatooine, que tout le monde estime que c'est quand même, tu vois, les rats d'égout, quoi, c'est les pigeons locaux. Et ben voilà, c'est la question. Peut-être que les Jawa méritent, parce que même dans le Mandalorien, le Jawa, c'est quand même qu'une saloperie. Alors à quand un bouquin sur les Jawa? Le Jawa est beaucoup plus répandu dans la galaxie que les Tusken. On n'en trouve pas que sur Tatooine, donc pourquoi pas? Ça se trouve, on en croise dans d'autres bouquins. Et si vous avez des infos, si vous avez la référence dans les commentaires, ouais. Voilà, réhabilitons le Jawa. Tu vois où on en est rendu à réhabiliter les créatures originaires de Tatooine on a fait du chemin grâce à ce roman quand même. Non, alors je vais reprendre ce que tu as dit en début. Moi, je continue à dire que Tatooine aurait dû exploser et pas le Doran, voilà, une bonne fois pour toutes. Si seulement Moff Tarkin avait eu la bonne idée de nous cibler Tatooine, on s'en débarrasse, parce que franchement, Tatooine, même les gens du coin, ils l'aiment pas, quoi, Tatooine. Putain, Tatooine, quoi. Arrêtez avec cette planète. Faites-la exploser, faites quelque chose, j'en sais rien, je ne veux plus voir Tatooine. Ah bah, c'est comme Jakku, c'est nos futurs, hein. C'est vraiment la planète. Ouais, mais Jakku, personne n'est retourné sur Jakku, tu vois. Mais tout le monde voulait y retourner, par contre, tu vois. Puis plus personne n'y est retourné, tu vois. À la limite, j'aurais presque préféré qu'il retourne sur Jakku, moi. Au moins, ça avait du sens. Dans son ancien domicile, et puis qu'il regarde toutes les marques et que... Ah bah non, il aurait fallu que ce soit Ben qui regarde les marques éventuellement. Mais ça aurait été bien, ça. Oh, les petits doigts gantés sur les marques dans le AT-AT. Oh, ça aurait été bien. Il y a des fanfictions qui l'ont très bien fait. Ah bah oui, parce que c'est évident. Enfin, je veux dire, encore une fois, hein, je sais pas comment ils ont manqué si peu d'imagination à partir de l'épisode 8, parce que tu pouvais y aller. Non, il aurait fallu qu'elle revienne pour casser la gueule à une Carplot, éventuellement. Ah ouais, mais il s'est déjà fait arracher un bras par Chewbacca. Normalement, la scène a été coupée dans le film, comme le bras d'un Carplot, mais dans le roman, elle y est. Hein. Dans l'épisode 7, il la rattrape chez Maz Kanata et Chewie arrive au renfort, et c'est pas une légende. Hein, on le voit dans Solo aussi, les Wookiees arrachent les bras de leurs adversaires. Mais d'ailleurs, on croise un Wookiee dans la cantina de Mos Eisley. Je me demande si c'est Chewbacca, d'ailleurs. Il y a un Mon Calamari. Oui, il y a un médecin, Mon Calamari. Alors ça, moi, ça m'a fait délirer. Je dis, waouh, Mon Calamari qui est médecin sur Tatooine, sur une planète désertique, putain. Ouais. Il y a vraiment plein de marques d'aliens différentes, c'est assez rigolo. Hein. Ouais, mais quand même, tu vois, je redis que il y avait aucune raison de terminer la saga sur Tatooine, parce que dans la manière dont c'est décrit, alors certes dans un bouquin légende, mais encore une fois, je trouve qu'il aurait mérité d'être dans le canon. En fait, tout le monde a envie de se barrer de Tatooine, et tu vas pas me faire croire que Luke, il aurait eu envie de revenir sur Tatooine. Et encore une fois, il a tout fait pour se barrer de Tatooine. Cette fin, c'est une merde. Et puis si tu repars sur justement, alors du coup c'est vrai que c'est devenu légende, mais la symbolique des soleils, excuse-moi, mais du coup vu par les Tusken, encore une fois l'espoir des deux soleils, moi je le vois pas, hein, parce que justement quand lui qui regardait c'était je veux me barrer, et ben t'as quand même l'échec et le sacrilège, là tu vois les deux frères ennemis qui passent leur temps à essayer de s'entretuer, enfin il y en a un qui veut sans arrêt se venger de l'autre. D'ailleurs les jumeaux ça se passe jamais bien, hein, parce que tu vois les deux soleils ça se passe pas bien, et puis il y a Orin, il avait des jumeaux, il y en avait un qui était mort aussi. Toute leur manière de conclure, là, j'ai l'impression que tout le monde a bien compris la mythologie de Star Wars dans Star Wars, à part Chris Terrio, quoi. Et J.J. Abrams, du coup. J'en reviens toujours à ça. Et c'est pour ça qu'on vous encourage également, si vous l'avez pas déjà fait, regarder le documentaire sur le Mandalorien. Ou si vous écoutez Dave Filoni, principalement, mais les autres aussi sont bien, mais Dave Filoni parlait de ce que c'est que Star Wars. Nous, on est contente parce que ça concorde complètement avec ce qu'on vous dit et ce qu'on vous répète depuis longtemps et la manière dont nous, on perçoit Star Wars. Mais bon, si vous ne croyez pas, allez voir d'autres personnes qui disent la même chose. Mais je maintiens que je ne vois pas comment tu peux considérer que ce qui nous est donné visuellement, c'est un message d'espoir, quoi, cette fin. Ça ne fonctionne pas. Par exemple, l'espoir, c'est ce qu'on nous donne visuellement à la fin du roman, la Kenobi, c'est Annie Lynn et ses enfants
quitte la planète, et dès qu'elle est en orbite, etc., avant que la navette entre dans l'hyperespace, elle est en route pour Alderaan, elle voit la planète et dit « Ma vie était toute petite et tous les espoirs sont permis, tout s'ouvre pour elle parce qu'elle quitte Tatooine. » C'est exactement ça. Et on rejoint Luke qui piaffait d'impatience à l'idée de quitter la planète, qui avait déjà son brevet de pilote, qui s'était donné les moyens de partir et qui était retenu par son oncle et sa tante qui sont des fermiers, qui sont des colons, hein, comme ceux qu'on a pu croiser dans le roman Kenobi. Donc, ouais, ou Rey qui voulait pas partir et puis que la première planète qu'elle voit réalise qu'elle avait jamais vu autant de verre dans la galaxie et que c'est ça. La vie est ailleurs qu'à Tatooine. Donc revenir à Tatooine, c'est mourir quoi. Voir Tatooine et mourir, ouais, c'est ça. C'est un peu dommage. Par contre, on vous recommande le livre. On espère que vous l'avez lu ou en tout cas qu'on vous a donné envie de le lire. Et puis, on va guetter avec impatience vos commentaires. Comme vous savez si bien nous en laisser, n'hésitez pas à nous partager vos impressions, vos ressentis et à vous lancer avec nous dans la lecture d'Étoiles perdues de Claudia Gray pour le mois de juin. Ouais, et on vous dit à très bien tenu. Très bien tenu. À très bien. Et on avait très bien tenu jusqu'à présent. Justement, on va se barrer. Je pense que c'est l'heure de resucrer mamie. Allez, allez secouer les fraises. Là, tu vas aller sucrer les fraises. Je vais le laisser au montage, c'est trop bon. Eh bien, à très bien tenu. À très bien tenu tout le monde.